Impressionnant tout ce monde. On peut commencer à l'heure, 8h05. Merci, bienvenue pour cette conférence animée par Alexandre Dutruel, un pur Vernolans, et on va parler que de Bernex ce soir. Alors on n'entendait pas moins de tous les Vernolans soient là. Vous avez répondu à l'appel, merci. Et il y a tous les communes environnantes, Rinzier, Féterne, Tollon, Saint-Paul, tout le plateau est là, Publié, et sûrement de plus loin. Alors bienvenue pour cette conférence, ce site de conférence qui est, qui a été organisée par l'association Mémoire et Patrimoine de Saint-Paul. Pourquoi on est là? Bon, parce qu'on va parler que de Bernex. Et l'association Mémoire et Patrimoine de Saint-Paul a signé une convention avec la communauté de communes où on s'est engagé à faire 3 conférences par an sur des thèmes différents, bien sûr. Alors on se devait ce soir d'être à Bernex et on a dégoté Alexandre, où depuis un an on a cherché une date. C'était dur parce que Starting Block, qui est gestionnaire de la salle, ils ont un programme d'enfer, si vous lisez les journaux. Alexandre voulait la veille de la foire, mais bon, Starting Block commence sa saison de spectacle vendredi. Mais merci d'être venu là en semaine. Il y a beaucoup de retraités, mais il y a des gens qui bossent aussi demain. Voilà. J'ai pris un pense-bête, mais j'ai pas mes lunettes. Bon, ceci dit, à Mémoire et Patrimoine, on fait comme Alexandre, on fait des recherches un peu tous azimuts. On fait des éditions de livrets, des expositions. C'est tous azimuts, j'ai dit la généalogie. Et à ce titre-là, la généalogie, je fais un petit clin d'œil. Il y a Gérard qui habite Trossy, qui fait partie de l'association et qui donne des cours de généalogie. Je ne fais pas de la pub, mais là, c'est les maisons, les surnoms, c'est différent. Encore que Alexandre a dû se pencher là-dessus. Alors, pour 15 € par an, il va vous aider sur Internet à rechercher vos ancêtres. Voilà. Une autre convention qu'on a passée avec Starting Block pour assurer toute la tendance de cette soirée. Voilà, on les remercie, parce qu'eux aussi font du patrimoine, et un petit clin d'œil à son animatrice maintenant, qui va chercher beaucoup d'artistes partout, en France et ailleurs. Voilà, je vais donner la parole à Alexandre. Vous le connaissez comme musicien, et vous ne le connaissez sûrement pas comme passionné d'histoire. Au niveau de l'histoire de Bernex, on a eu un petit aperçu avec Lucien Dinota, mais lui qui s'était penché que sur ses souvenirs, tandis qu'Alexandre, il a fait des recherches, il a un site internet, et on est très intéressés, et je crois que ce soir, ce sera intéressant. Alors, pour bien finir la soirée, l'association Mémoire et Patrimoine offrira le verre de l'amitié, et ça à titre gracieux toute la soirée. Et ça, c'est grâce à la communauté de communes qui nous aide financièrement à organiser ces soirées et conférences. Alors, bonne conférence, merci. J'espère juste qu'il y aura assez de verre quand même, Georges. On boira la bouteille. Ça marche. Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Pour vous expliquer déjà la genèse de cette conférence, en 2012, j'ai fait une exposition sur les montagnes avec mon compère de l'époque, René Dutruel. On a eu beaucoup de succès, c'était juste avant la foire, pour ceux qui se souviennent, il y avait une très belle maquette, il y avait beaucoup de photos. Et à la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui me demandaient qu'est-ce que vous allez faire tout ça? Il faudrait faire un livre, il faudrait faire quelque chose pour qu'on ait accès à tous ces documents, ces choses-là. Et on était tombé sur le livre des droits de montagne qui regroupe les noms, les surnoms de tous les habitants de Bernex en 1869 et où est-ce qu'ils habitent.
Donc, on est tombé sur des surnoms qu'on connaissait, d'autres surnoms qu'on ne connaissait pas, et même sur des noms de famille qu'on ne connaissait pas. Donc, on a essayé de tirer un peu ce fil, et on s'est aperçu qu'en mairie, il y avait tous les arbres généalogiques disponibles de toute la commune. Le curé, en 1920, à Bernex, a fait la généalogie de toute la commune. Donc, c'est disponible à la mairie, si vous demandez. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tous demain. Hein. Voilà. Si vous vous appelez Payex, Kurdi, etc., à Bernex, vous avez votre arbre généalogique jusqu'en 1920. Donc du coup, les droits de montagne, on a pu remettre des noms dans les généalogies. Et puis après, on a découvert qu'il y avait les recensements de la population qui étaient en ligne sur le site des archives départementales, donc depuis 1886 jusqu'à 1936. À raison d'un recensement tous les 5 ou 10 ans, suivant qu'il y ait la guerre ou pas. Et après, j'ai découvert que sur la Mapsard, en fait, on pouvait savoir qui était propriétaire des maisons en 1730. Donc, on s'est retrouvé avec les maisons de 1730, le nom des propriétaires, ce qui correspond à peu près au sommet de nos arbres généalogiques. En 1730, les arbres généalogiques, ils démarrent pas tellement en amont. On s'est retrouvé donc avec ça, plus le livre des droits de montagne de 1869 où les gens habitent, et après les recensements de la population. Donc on avait une sorte de fil conducteur de où les gens habitaient, et en plus on est allé questionner, René, je ne sais pas si tu te rappelles, on a passé beaucoup de temps avec les feuilles, les vues aériennes, noter les maisons, et demander aux anciens dans chaque hameau: est-ce que vous vous rappelez qui habitait là, quel surnom, quelle chose, qui, quoi, comment. Donc, j'ai embêté beaucoup de gens pour des hameaux chez Masson. Henri Trinquat m'a aidé beaucoup pour Grange Blanche, voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui sont décédés, comme Germain Atroci, avec qui j'ai passé beaucoup de temps pour savoir un petit peu quel surnom allait avec quelle maison. Et donc, plutôt que de faire un livre, je me suis dit que ça aurait été pas mal de faire un site internet qui regroupe un peu tout ça. C'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment fait. Donc il s'agit d'une généalogie d'un village, en fait. Donc, en démarrant de ça, voilà, j'ai fait tout Bernex. Donc, ça m'a pris ça fait à peu près 10 ans que je suis dessus. Donc je vais vous présenter à peu près 10 ans de travail. Ça va peut-être pas... je vais peut-être pas faire le tour en 1 heure, du coup. Donc, juste pour vous montrer une maison. En fait, si vous venez de Bernex et que vous avez des aïeux à Bernex et que vous êtes né avant 1936, vous êtes sur le site. Je crois. Voilà, donc, par exemple, là, c'est la page du chef-lieu. Je vous présente un petit peu en gros. Et si je clique sur l'hôtel de la Dandoche, c'est l'Amicale, donc là, juste à côté. En plus, je suis passionné de cartes postales, j'adore ça. Donc, vous avez aussi toutes les photos un peu chronologiquement, voilà, qui arrivent jusqu'à peu près à nos jours, voilà, pour vous situer. Et comme ça ne suffisait pas, on a mis donc l'actualité, c'est-à-dire à qui appartenait la maison en 1730. Et après, il y a toute la généalogie. Donc, je suis désolé pour le monsieur qui veut faire de la généalogie pour Bernex, c'est déjà fait. À part si vous n'habitez pas Bernex, vous pouvez y aller du coup. Et puis après, on arrive au recensement 1886, 96, 1901, où on peut savoir qui habite dans les maisons. Il y a encore des photos par-ci par-là. Voilà. Donc, toutes les maisons de Bernex sont faites. Ça fait un boulot assez gigantesque. Grâce aussi, il y a des sites maintenant, tout est en ligne. Entre quand j'ai commencé il y a 10 ans, 12 ans, où il fallait aller aux archives départementales pour avoir la Mapsard et des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir ça sur Internet depuis son canapé très facilement. Alors quand on habite Bernex et puis qu'on doit aller à Annecy pour trouver 2 mots, c'est quand même vachement mieux que voilà, quand on peut trouver sur l'ordinateur. Et puis aujourd'hui, il y a quand même aussi un truc qui est génial, c'est qu'ils sont en train de numériser tout ce qui est journaux, toutes ces choses-là. Donc vous tapez un mot-clé et vous avez tous les articles de journaux qui correspondent à votre mot-clé. Donc si vous tapez Bernex, vous avez tous les articles de journaux sur Bernex.
Après, faut les trier, quoi. Donc, on va faire une sorte de chronologie du village, et on va commencer par la Mapsarde, où je vais juste vous dire à peu près qui habitait dans les hameaux à cette période-là. Donc, je pense que vous avez reconnu, là, on est à Grange-Blanche. Ici, c'est la Créteau, c'est où il y a la zone artisanale de chez Bochet, où il y aurait l'embranchement pour filer au quart du Gaveau. Et là, en bas, on est au croisement de Grange-Blanche, pratiquement. Et donc, en 1730, le hameau de Grange-Blanche, c'est simple, il y a une grange et elle est blanche. Voilà. Ils ne sont pas embêtés. Et donc, la Grange Blanche, c'est celle-là, là, elle appartient au baron de Blonay à cette époque-là. Et elle est louée par des gens. Donc, le baron de Blonay, il a aussi une maison au chef-lieu qui est juste là derrière, ceux qui sont en train de refaire le toit. Il a encore une grange qui est devant l'église. Puis après, il a neuf dessus, il a plein d'alpages. Voilà, il a beaucoup de choses sur Vernex. Et donc, il va louer cette grange. Je pense qu'il va la louer en même temps qu'il va louer plusieurs étagements de la végétation, c'est-à-dire les gens qui vont lui louer vont pouvoir vivre les 4 saisons chez lui. C'est-à-dire ils vont faire 9 dessus, après ils vont redescendre à Grange Blanche, après il va louer à Maxi quelque chose, du moment qu'il paye. Je crois qu'il y avait même une location, nous sommes en 1716, et ils doivent payer 1800 florins, et ils doivent donner par an, et puis ils doivent donner 100 vacherins ou un truc comme ça par année. Voilà, c'est des locations. Alors, je ne sais pas s'ils mangeaient tout ce fromage-là, par exemple, mais voilà. Donc après, si on remonte, là, on arrive au hameau de Chélérac. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu. La montée de Grange Blanche, elle a dû être faite dans les années 1880-1890, à l'époque où il y a eu un maire qui était originaire de Grange Blanche, qui s'appelle Maurice Butet, qui serait l'arrière-grand-père des Butet de Thonon, la fromagerie Butet. Donc là, sur la photo, elle doit dater de 1880 à peu près. On ne voit pas vraiment la ligne droite monter. Je pense que les hameaux, pour aller chez les Racles, il faut passer depuis le bord de Drance. Donc chez les Racles, les habitants, ce sont des Butet, des Arandel et des Baratais. Donc les Baratais sont partis à Vinziers. Aujourd'hui, on ne passe pas Bernex pour Baratais. Les Butet ont été remplacés par des Payex de Trossy. Et puis, les Payex ont plus ou moins été remplacés aussi par les Ducret des Faverges, qui ont fait des scieurs. Et les Arandel ont complètement disparu aussi. Ils ont été remplacés par des Chevalets de Trossy. Donc tout ça, c'est par des mariages. À partir du moment où on trouve que des filles dans la lignée ou que les garçons sont partis, eh bien, il y a un autre nom de famille qui apparaît. Et là, c'est ce qui se passe pour les Chevalets et les Payex. Si on monte un peu plus haut, là, au fond, vous avez chez Masson. Donc, vous avez 3 maisons, là, 1, 2, 3. Et puis un petit groupe de maisons ici. Puis après, on a une maison là qui correspond au bord de Drance quand vous descendez, que vous rejoignez les Faverges depuis chez Masson. Donc chez Masson, à l'époque, sur la Mapsarde, ça s'appelle chez Christin. Donc les Christins, ils sortent d'ici. Si vous vous appelez Christin, c'est obligatoirement, ils ne sont pas ailleurs dans le hameau, ils sortent d'ici. Et à un moment, il y a une lignée de Christins où il n'y a eu que des filles, et donc il y a un trinquat de Trossy qui est arrivé, et à ce moment-là, il y a eu un lâcher de trinquat. Voilà. Donc, les Glaudes, les Patins, les Gus, les Cadets, qui sont maintenant à la chapelle d'Abondance avec l'hôtel des Cornettes de Bise, voilà, ça sort tout d'ici, de chez Masson. C'est pour les hameaux de l'Anvers. Là, vous avez sur les Creils ici et le Vernet. Alors ça, c'est un hameau où il n'y a que du kurdi. Il y a une famille Blanc, qui est toujours la même famille Blanc, je crois qu'il y a François Blanc ici, qui sort du Vernet, qui est une famille qui serait originaire, normalement, je crois, du Val d'Abondance encore avant. Mais en 1730, ils sont déjà ici, à Bernex. Donc sur les Creils, le Vernet.
l'engin, donc ça c'est une photo, c'est 1892 à l'entrée de Bernex. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu le changement et l'emprise de la Drance par rapport à aujourd'hui, la largeur. Et le hameau de l'engin, il est juste là. Donc, à cette époque-là, il y a une famille Bron qui habite là. Pareil, le patronyme Bron a disparu depuis 1960 à peu près. Pour ceux qui connaissaient, c'était chez Charles Auglion. Le surnom, c'est le Guillon, ça se prononçait Guillon, et son père, c'était la Guille. Donc on retrouve souvent ces terminologies en on, comme Amédée, c'est mamie, et les filles, les enfants de mamie, ben, c'est les mamillons. Voilà, on retrouve ça. Et donc vous avez une famille Bron qui est ici, vous avez des Kurdis, de nouveau, alors les Kurdis, il y en a partout, hein, Bernex, à cette époque-là en tout cas, qui correspond à chez Tante Marie à peu près, et vous avez déjà les Caïens qui sont installés ici. Et ça n'existe pas en 1730. Ça, c'est, on va dire, c'est l'embranchement pour aller au chalet Servoz. Et là, c'est les chalets Servoz, où il y a une petite scierie. Donc on remonte, on arrive au chef-lieu. Donc là, on est devant la pizzeria à Baratet, avec le pont, là, je ne sais pas si vous voyez. Donc avec le chef-lieu. Et au chef-lieu, donc vous avez des chalets qui sont du côté du cimetière. D'ailleurs là, si vous remarquez, il n'y a pas le cimetière encore, il a été fait en 1938. Vous avez des chalets, vous avez les bureaux qui sont au centre du hameau. Vous avez du côté de l'Éterlou une famille Kurdi qui va disparaître au 19e siècle aussi, qui n'aura pas de descendance, et une famille Blanc en dessous, donc la maison qui est juste là en face. On a encore le surnom, la Marie à Garin-Blanc, parce que quand on remonte la généalogie du côté des Blancs, on a un Guérin blanc et puis c'est resté leur surnom. Donc on n'a plus ces Blancs aujourd'hui au chef-lieu. Donc derrière, au Songeon, alors là, ça ne change pas beaucoup, il y a des Kurdis et des Mariettas. Ça fait partie des seules maisons où les habitants d'aujourd'hui sont des descendants directs des propriétaires de 1730. Je crois qu'on est tellement bien au Songeon qu'on n'a pas envie de bouger, apparemment. Vous avez aussi des Butets, des Burnais, quand même. Ça, c'est assez rare pour Bernex. Ils ne font pas longtemps à Bernex. Vous avez une famille Blanc qui va disparaître, qui ne sont pas les mêmes qu'on a eu il n'y a pas si longtemps au Songeon. Vous avez la famille Bétan qui vient de s'installer, qui arrive de Saint-Sigismond. Et ils vont construire leur maison en 1732, l'autre côté. Donc si vous regardez la maison de la famille Bétan, elle est assez typique des maisons de la vallée de l'Arve. On n'en trouve pas, si vous regardez chez nous, l'architecture, elle est vraiment très différente. Donc avant de s'installer à l'Anvers, ils sont arrivés par le chef-lieu, les Bétans. Les Boisseaux ne sont pas encore arrivés. Donc on est à Bénan après, on monte sur Bénan. Donc à Bénan, vous avez des bureaux, évidemment. Vous avez des Kurdis, évidemment. Dans les Kurdis, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a une branche qui est partie au Rosaire, qui se surnomme les Tantis. Pour ceux qui connaissent un peu le Rosaire, enfin, ils ont juste traversé le Mont Bénan, en fait. Ils sont passés de l'autre côté. Vous avez des Duprot. Les derniers Duprot ont habité là en dessous. Donc les maisons qui sont là en dessous, elles n'existent pas en 1730. Et la maison là des Duprot, elle a été habitée jusqu'en 1968, quelque chose comme ça. Et la maison là qui accueillait, on va dire, il y avait des maquisards ici, elle a été mitraillée depuis le Songeon quand les Allemands sont venus en 1943. Et puis elle a été abandonnée. Donc si vous montez à pied par le creux des terreaux, là, ce qu'ils appellent, pour monter à Bénan, au printemps, vous pouvez aller dans les ruines, là, après, c'est la friche. C'est difficile d'accéder. Vous avez une maison Servoz, qui est celle-ci, et qui correspond, si vous vous appelez Servoz, vous venez d'ici. Il n'y a pas d'autres maisons Servoz. Après, je démarre du principe quand même que si quelqu'un est propriétaire de la maison, c'est qu'il y habite. À part le baron de Blonay, je pense que les autres, ils n'ont qu'une maison. Ils n'en ont pas 36 000. Donc les Servoz sortent de Bénan, et il y a quand même une maison d'Utruel aussi.
Après, on file de l'autre côté sur Creuse. J'ai pas mis de. Voilà, là, on est toujours au pont. Il y a la pizzeria, c'est le petit cabanon, ce qu'ils appelaient le cabanon à la Fogg. Il y a la Julia, pour ceux qui connaissent, elle nous avait dit, il paraît que là-bas, il y avait 3 femmes qui vendaient leur charme. Il y avait Paulette, Sifflette et Ronflette. Je ne suis pas allé vérifier. Donc, là-haut, c'est le col de Creuse, donc on aperçoit... Voilà, c'est une photo qui a été prise en 1912, qui est dans le livre de Léon Quibblier. Donc, à Creuse, c'est le royaume des pingets. Il y a des pingets partout. Ces pingets, finalement, par mariage, il y a des jacquiers qui vont venir de Trossy, donc on peut dire les Pacots, aujourd'hui, en haut à Creuse, ils sont arrivés par mariage pinget depuis Trossy. Les Payex vont arriver aussi par un mariage pinget depuis Charmey. Et il y a une maison avec un patronyme qui a disparu, c'est une maison Relieu. Donc ça a disparu complètement au 19e siècle. En dessous, vous avez chez Butet, donc pas trop de suspense. Chez Butet, il y a des Butet. Et comme il y a des Curbis partout, il y a une maison Curbis. En dessous, là, vous avez les Vernes, si vous voyez la maison, là. Et en fait, les Vernes, ça n'existe pas du tout en 1730. Les maisons, là, elles ont dû être faites au début du 19e siècle, chose comme ça. Donc là aussi, c'est des photos du 19e siècle de Bernay. Vous avez Trossy, là, en plein milieu. Donc Trossy, on peut diviser en deux. Je ne sais pas si on voit la chapelle, le clocher, là, à peu près. C'est un peu clair, mais voilà. Donc au pied de Trossy, on a les chevalets, on peut dire les Pitaques, par exemple. On a les Jacquiers, comme aujourd'hui, la famille du maire. On a les Trinquat, la famille de l'ancien maire. On a les Duprot aussi, qui sont là. On a une famille Roset, une famille Curdy, qui va très vite disparaître avec un mariage du Truel, qui correspondrait chez Picolet, chez Laura, etc. On a un petit bout de famille Blanc. Puis après, une fois qu'on passe la chapelle, alors là, c'est le royaume des Payex. Il y en a partout. Il y a vraiment des familles très importantes avec des curés. Et à partir du moment où vous avez beaucoup de curés, c'est que vous montez en grade, on va dire. Et donc les Payex aussi sont propriétaires d'un moulin qui correspond à l'ancienne usine électrique de Bernex, dans le trou au bord de la rivière, en face de la station presque. Les Payex sont aussi propriétaires de montagnes, et on se demande si Péluaz et les Pélis, c'est pas une déformation du mot Payex. Parce qu'anciennement, les Payex, ça s'écrit Pélier. P-E-2-L-I. Il n'y a pas P-E-I. Donc, et les Pélis, c'est une montagne qui appartient entièrement aux Payex. Et Péluaz, le sommet, appartient aux Payex aussi. Donc, il y a certainement un lien à faire avec ça, quoi. Et donc, quand on a passé la chapelle, il y a les Payex, il y a de nouveau des Pingets qui sont de famille avec les Pingets de Creuse. Il y a une famille Blanc qui va partir du coup au Songeon après, qui va disparaître début du XXe siècle, il n'y a pas si longtemps finalement. La seule location de la Mapsarde, c'est les Dutruel. Donc, mes ancêtres et les ancêtres de beaucoup de Dutruel, parce qu'il n'y a qu'un arbre généalogique pour les Dutruel à Bernex. Si vous êtes un Dutruel de Bernex, on est de la même famille. On est du même arbre, mais peut-être pas forcément de la même branche. Donc, si ils sont en location, peut-être qu'ils sont en train de construire leur maison pas très loin du côté du sommet de Trossy. Et puis, vous avez des butets qui ne sont pas... on ne pourrait pas penser qu'il y ait trop de butets finalement à Trossy, quoique du côté de la Scie, c'est bien des butets, et ces butets-là vont partir aussi à Grange-Blanche. Les butets de Grange-Blanche sortent de Trossy à l'origine. Et après, si on finit, on arrive à Charmey. Donc Charmey, ici, je ne sais pas si vous vous situez, ça c'est le pont de la Chevrette. Et là, vous auriez la Chevrette ici. Donc Charmey, c'est là. Voilà. Et donc Charmey, c'est le royaume des Arandelles. Donc la maison mère des Arandelles est ici, et ils ont essaimé avec les maisons qu'il y a là en dessous. C'était des Arandelles aussi, mais des maisons qui ont été reprises par d'autres Arandelles.
et les Payecs sont un peu plus bas, puis après ils sont partis à Creuse. Et pareil, par mariage, les Birot sont arrivés depuis Bénan et sur les craies en haut à Charny. Voilà, juste pour vous voyez un petit peu la montée. Et là, on arrive sur Malpasset, pour ceux qui connaissent, et on voit l'ancien chemin qui ne passe pas du tout comme aujourd'hui. La route, elle passe en dessous de Malpasset. Si vous êtes attentif sur le bord de la route, maintenant, quand vous montez, vous pouvez voir l'ancien chemin qui monte dans le talus. Voilà, donc, c'est les gens qu'on retrouve au début des arbres généalogiques que j'ai fait pour le site internet. Voilà, en gros, les populations, comment elles sont réparties à Bernex. Alors, je vais vous parler un peu on va faire un peu chronologiquement. Hop, j'arrive à fermer ça. Voilà. Donc, le XVIIIe siècle, à Bernex, du coup, les gens ne sont pas du tout propriétaires des montagnes. Les montagnes, elles appartiennent aux nobles. Donc, elles appartiennent soit aux barons de Blonay, soit il y a une famille qui s'appelle de Louis. Il y a aussi une famille Bordet, qui a le Grand Chesnay, le Petit Chesnay. Il y a une famille de Gribaldi, qui a le moulin juste là en dessous du chef-lieu. Il y a des Dunant de la Place aussi à Charmec, mais tous ces gens-là, il y a une famille métrale aussi à Creuse qui correspondrait à la fruitière aujourd'hui de Creuse, qui possède Haute-Ugine, qui possède du côté du Tirou. Enfin voilà, toutes les montagnes sont prises et les gens doivent louer les montagnes. Donc des fois on voit des locations où les gens se mettent ensemble, ils se mettent entre beaux-frères ou choses comme ça, ou peut-être est-ce qu'ils prennent des troupeaux ailleurs, je ne sais pas trop, aucune idée, est-ce qu'ils prennent des bêtes en location, ça, je ne sais pas le dire. Et sinon, les gens vont sur les communaux pour faire brouter leurs bêtes à gauche, à droite. Alors, où ça commence à se plaindre, c'est que chacun construit son petit abri, soit sur les communaux, soit à côté, et puis fait son fromage dans son coin lui-même, donc avec son bois, avec son chaudron, avec voilà. Il y a très peu de choses mutualisées pour tout le monde. Si on continue un peu chronologiquement aussi, ce qui va se passer, c'est qu'en 1742, il va y avoir l'occupation espagnole. Donc on se demande ce que les Espagnols viennent faire ici en Savoie. En fait, il y a une guerre de succession en Autriche et eux, ils veulent récupérer le Milan. Donc pour aller de l'Espagne à l'Italie, ils prennent la mer, sauf que les Anglais leur disent non, vous passez pas par là. Du coup, ils passent à pied par la France. Le roi Louis XV leur dit allez-y, vous pouvez passer. Sauf qu'arrivé à Nice, Piémont-Sardaigne dit non, vous passez pas. Eux, ils veulent pas d'Espagnols de l'autre côté. Du coup, les Espagnols, ils remontent dans les Alpes, puis ils hésitent à passer dans le Piémont. Alors du coup, ils vont en Savoie. Et c'était pas du tout prévu. Donc il y a 19 000 Espagnols qui arrivent en 1742 et qui vont rester jusqu'en 1749. Donc ils ont été bien accueillis et on leur a servi de base arrière pour qu'ils aillent combattre l'autre côté des Alpes. Donc base arrière, ça veut dire qu'il faut les nourrir, les loger, du fourrage pour leurs chevaux, leurs trucs comme ça. Et s'il y a besoin de faire ça, il faut prélever un impôt. Donc à Bernex, ça s'appelle la capitation espagnole. Donc capitation, en fait, c'est un impôt par tête. Ça fait qu'ils sont venus et ils ont interrogé tous les gens. Donc là, vous avez le nom, sa fonction et son âge. Et là, vous avez la taxe. Donc en clair, on vous dit, si vous êtes bien portant, vous allez payer une taxe. Si vous êtes malade, vous ne payerez rien. Donc quand vous voyez la population de Bernex, ça vous fait pleurer. À mon avis, vous n'avez pas du tout envie de venir à Bernex en 1743, parce que là, vous avez journalier, mendiant, pauvre, mendiant, journalier, pauvre, mendiant, pauvre, estropié, aveugle, journalier, mendiant, estropié, très pauvre. Donc celui qui est journalier, il y a aveugle et pauvre aussi quand même, et il y a pauvre aveugle, et il y a pauvre imbécile, exactement. Donc,
Donc voilà, toute la liste est longue. Enfin, tout Bernex, c'est pauvres, mendiants, estropiés. Voilà. Donc en clair, le marché noir a commencé à battre son plein parce qu'il en avait marre de nourrir les Espagnols. Et toute cette capitation espagnole, elle reflète pas trop l'État, mais voilà. On peut dire qu'ils étaient malins. Je pense que c'est plutôt ça. Il faudra à peu près une vingtaine d'années à la Savoie pour qu'elle remette ses comptes en place. Parce que ça leur a vraiment coûté très cher. Ce qu'il y a au XVIIIe siècle aussi, c'est que le climat est hyper rude. Donc on est dans le petit âge glaciaire et il y a un fait qui est relaté dans un arbre généalogique. Un monsieur a perdu 4 fillettes dans une avalanche, donc en 1785. Alors on se dit que sûrement l'avalanche elle va arriver depuis la Gandoche, ou je sais pas, depuis Pellueuse, ou quelque chose comme ça. Et en fait l'avalanche elle arrive depuis le Chesnay. Et en discutant avec les gens du hameau du Vernet, ils ont entendu parler de ça. Donc il y avait des granges qui étaient habitées sous le Chesnay. Je ne sais pas si vous voyez à peu près, là il y a l'église en bas, là, le hameau du Vernet, et là il y a le Chesnay, donc c'est là, l'autre côté. Donc ça devait être plus ou moins bien déboisé. Et il y avait une grange ici qui appartenait au Kurdi. Et ce monsieur Kurdi devait habiter là. Et la famille Bétan m'a dit qu'ils avaient même retrouvé un berceau dans leur cuisine à cette époque-là. Donc ça veut dire que l'avalanche est descendue jusqu'ici en 1785, ce qui paraît un peu impensable aujourd'hui, vu le climat comme il a changé. Et donc j'ai regardé un petit peu en 1785 s'il y avait des renseignements sur l'année, sur le climat et tout, et j'ai trouvé qu'il gelait à Perpignan jusqu'à la fin juin. Donc forcément que c'est pas tout à fait le même climat qu'aujourd'hui. Juste après ça, en septembre 1792, le duché de Savoie est envahi et annexé à la Révolution française. Donc on devient le département du Mont-Blanc, puis en 1798 le département du Léman, avec Genève comme chef-lieu. Donc à cette époque-là, ça le temps pour l'Église, puisque tous ces biens sont mis à la disposition de la nation. On vend tout pour résoudre la crise financière, en fait. Et à Bernex, justement, donc ils vont vendre les biens de l'Église. Et là, il y a quelqu'un qui va se proposer de tout racheter. Et ce monsieur-là, c'est un monsieur Chevalet. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, dans cette famille Chevalet, vous avez 2 curés et un licencié en droit à Aix-les-Bains qui est avocat au Sénat. Donc important hein, quand même. Et ils sont à Aix-les-Bains. Donc les termes chevalet d'Aix-les-Bains viennent des chevalets de Bernex. Si jamais vous allez au terme chevalet d'Aix-les-Bains, vous leur direz, peut-être quand vous serez dans les bulles, vous direz c'est peut-être nos bulles. Ça peut-être marcher. Du coup, ce monsieur-là, il a racheté les biens nationaux, c'est-à-dire il a racheté le presbytère, il a racheté plein de terrains. Il a racheté ça en 1797 au début de l'année, et à la fin de l'année, il a revendu tout ça à tous les chefs de famille de Bernex. Donc dans l'unique but que si jamais il y avait une autre période révolutionnaire, on ne pourrait pas prendre le presbytère ou des choses comme ça aux habitants de Bernex. Donc ça fait que, c'est une chose très importante qu'il a faite, parce que ça a permis aux habitants de s'enrichir et plus tard de pouvoir racheter d'autres alpages et après de pouvoir créer la Société des montagnes. Donc la Société des biens de cure a été créée à cette époque-là, en 1797. Et ce monsieur, je crois pas qu'il y ait une descendance encore aujourd'hui à Aix-les-Bains, mais en tout cas, c'était des gens quand même assez riches qui vivaient un petit peu d'un côté en Italie et puis le restant de l'année à Aix-les-Bains. Donc ça devait bien se passer pour eux à cette époque-là. On a un surnom qui serait de la Révolution, ce serait le surnom Farandole, pour ceux qui ont déjà entendu.
Chez Farandole, c'est la petite maison qui est à côté du restaurant qui vient d'ouvrir chez Antoine. Et ça viendrait qu'ils avaient démonté les cloches à cette époque-là parce que pendant la Révolution, ils ramassaient un peu tout ce qui était fonte, ferraille, je sais pas quoi, tout ça là, pour faire des canons. Et il y a pas mal d'endroits où ils ont enterré les cloches. Il y avait que peu de personnes qui savaient où elles étaient enterrées. Et lui, il avait dit qu'il lancerait la farandole, donc, sauf qu'il est la farandole, pour indiquer où étaient placées les cloches. Et donc, c'est ce surnom qui est resté là, farandole, ça viendrait de cette époque-là. Il faut que je me retrouve dans mes fiches et puis je suis bon. Donc, de 1800 à 1815, puisqu'il n'y en avait pas assez avec le climat rude, la Révolution, il y a donc Napoléon, qui a régné de 1800 à 1815. Donc là, c'est la conscription. Il faut que les Savoyards aillent se battre. Mais c'est pas la folie. Hein. Ils sont un peu réticents. Hein. Donc en fait, j'ai réussi à trouver les gens qui avaient fait partie de l'armée napoléonienne, donc qui sont nés entre 1774 et puis ça va jusqu'à 1793. Donc il y en a quand même un petit bout. Il doit être 40, choses comme ça. Alors l'armée napoléonienne, il faut savoir quand même que tout se faisait à pied, il n'y avait pas de train, ils ne les prenaient pas en charrette, rien du tout. Et la force de l'armée napoléonienne, c'était de se déplacer rapidement. Donc ils faisaient en moyenne 50 km par jour. Et pour pas que ce soit trop difficile à se déplacer, en fait, ils étaient logés chez l'habitant. Donc, vous aviez un groupe de soldats qui arrivait et puis qui disait faut me nourrir, quoi. Et j'imagine que quand il y avait 4-5 soldats qui arrivaient chez vous, vous n'aviez pas bien le choix. Voilà. Donc, il y a des témoignages de soldats qui disent qu'il y en a un qui faisait exprès de se mettre en colère, et puis les autres disaient non, mais c'est pas grave, franchement, si vous lui donnez à manger, il va être super sympa. Donc voilà, ils essayaient d'amadouer un peu les gens. Alors, j'ai mis leur taille parce que c'est vraiment assez frappant, comme les gens sont petits. Je crois que le plus grand fait 1m74 et le plus petit fait 1m50. Donc c'est vraiment 1m61, 1m66, 1m67, ils sont vraiment pas bien grands. Il y a des remplacements possibles, il y en a qui se sont fait remplacer. Et puis sur certaines fiches militaires, on trouve aux endroits où ils sont allés. Donc on a un Christin là, de chez Masson, qui déjà a remplacé François Butet de la commune des Lieux. Et on le retrouve blessé à Gospić en Croatie. Donc je vous défie d'aller en vacances en Croatie à pied. Et pour couronner le tout, on le retrouve au moment où il est réformé, l'armée de Catalogne à Narbonne, 3 ans plus tard. Et une fois que les campagnes sont finies, vous vous débrouillez, vous rentrez à la maison. Donc voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est mort à Vailly. Donc Vailly, c'est la rigolade. Donc on a 4 soldats qui sont décédés pendant ces campagnes napoléoniennes. On aurait peut-être un surnom qui viendrait de cette époque-là, c'est Valencien. Parce que, en ayant discuté avec Paul Beau, là, vous savez, chez les Valenciens, c'est la maison qui a brûlé il n'y a pas si longtemps, peut-être que il était passé autre chose comme ça. Il me disait que le Valencien, ce surnom venait du fait qu'un de ses aïeux parlait tout le temps de Valence. Parce qu'il est allé à Valence, et que finalement, c'est resté dans le langage. Donc ça se peut que au cours d'une campagne napoléonienne, parce qu'il y en a qui ont fait des campagnes de la Méditerranée, ils soient allés à Valence et que finalement le surnom soit resté. Oui, Valence en Espagne. Ouais, c'est trop près la Drôme. Donc ça, c'est pour les campagnes napoléoniennes. Donc à partir de 1815, on redevient savoyard jusqu'à 1860, et donc ça remet la conscription pour l'armée sarde. Donc chaque année, les conscrits doivent aller se présenter, et après il y a un tirage au sort pour savoir si vous allez
finalement partir à l'armée ou pas. Donc, plus ou moins, il y a 2 ou 3 conscrits à chaque fois qui partent par année. Il y a des années, il n'y en a pas, et puis des années, il y en a 4. Mais en tout cas, ça reste quand même une société tournée vers le militaire. Il y a des filouteries, donc il y a un truc qui est assez rigolo. Si je le retrouve, c'est un PX de Trossy. Enrôlé dans l'armée sarde le 18 août 1848, il est incorporé le 23 septembre 1848 au 1er régiment d'infanterie, service d'ordonnance. Enrôlé dans la catégorie d'ordonnance, article 199 du règlement, pour avoir simulé la surdité par le moyen d'un bouchon de cire d'abeille obstruant complètement le canal de l'oreille droite. Donc, voilà, il y en a qui essayaient de tricher déjà à cette époque-là pour ne pas aller faire l'armée. Il me semble, enfin en tout cas au début, que quand on est devenu français, l'armée c'était 7 ans et après 4 ans pour l'armée de réserve. Donc franchement, si juste en vous mettant de la cire d'abeille dans les oreilles, vous évitez 11 ans, ça vaut le coup d'essayer. Donc en parallèle de tout ça, la Société des montagnes va grossir. Si vous voulez, elle va être créée finalement en 1850, mais avant ça, en 1830, 1840, ils ont déjà racheté Neuf-Dessus, La Bonneau, Haute-Ugine, Auch. Et donc, Bernex, au 19e siècle, commence vraiment à ressembler à une grande société où les gens sont actionnaires. Donc, quand les montagnes sont achetées, il y a à peu près 100 signatures sur l'acte. Il doit y avoir 100 personnes chez le notaire, j'imagine. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais voilà. Ils se mettaient, je ne sais pas, dehors ou voilà. Et quand vous aviez payé, participé à l'achat, suivant la somme que vous aviez donnée, vous aviez un droit sur la montagne. Donc c'est une action, on peut dire. Ça fait que si jamais il y a du bois qui était vendu sur la montagne ou qu'il y avait de l'argent qui était fait grâce à cette montagne, vous touchiez vos sous à la fin de la saison. Donc il faut s'imaginer que jusqu'en 1872, ils ont acheté des montagnes. Les dernières, ça doit être Pré-Richard, qui ont été achetées au baron de Blonay en 1872. Et donc vous avez à peu près 8 ou 9 montagnes avec 100 à 110 parts pour chaque montagne, sachant qu'il y a un trésorier qui s'occupe de tout ça. Donc ça, c'est encore un surnom qu'on trouve encore aujourd'hui, les trésoriers, parce que leur grand-père était trésorier des montagnes. Il y a des gens qui achètent un droit, mais il y en a qui achètent un demi-droit, puis il y en a qui achètent 2 tiers de droit, puis il y en a qui achètent 1 tiers de droit. Puis ils se marient des fois avec des gens qui ont 1/8 de droit, et qui ont 3 huitièmes sur l'autre montagne, machin, voilà. Et au bout d'une génération, vous partagez avec vos enfants. Donc si vous aviez un droit, vous en donnez la moitié à celui-là, la moitié à celui-là, voilà, ou pas. Donc, celui qui faisait les comptes de montagne à la fin de la saison, il avait vraiment la tête bien faite. On a vu ses cahiers de brouillon, c'est l'enfer. Des virgules, voilà. Je pense que quand vous commencez à poser des divisions à virgule, je pense qu'au bout d'un moment... Donc ce trésorier s'occupait aussi bien de la société des biens de cure que des montagnes. Et avant, le trésorier... qui était le dernier à peu près, qui a fait 50 ans, du coup il a marqué de son empreinte vraiment la Société des montagnes. Il y avait un Butet qui était trésorier, et à partir du moment où il n'a plus été trésorier, il a contesté tous les comptes. Et ça a été l'enfer, je crois, pour celui d'après. Alors, après, donc, on redevient français, et donc là, boum, de nouveau, une guerre. Donc la guerre de 1870. Qui a duré une année. On a... Ah oui, il y a aussi eu la guerre de Crimée quand même. On a quand même un Berneland qui est décédé pendant la guerre de Crimée et qui est enterré en Ukraine, en Crimée. Donc c'est pas la bonne période pour aller voir la tombe là en ce moment. Mais voilà, il y en a quand même un qui est allé jusqu'en Ukraine. Donc en 1850, je sais pas s'il a marché jusque là-bas. Je
je ne sais pas comment les déplacements se faisaient. Et la guerre de 1870, on a un tué à Bernex, qui est un birot de chez Masson, du côté de chez les Nina, qui a été tué vraiment au tout début dans les Ardennes. Ça démarre au mois d'août 1870, la guerre, et puis elle finit en 1871. En fait, quand elle a démarré en 1870, ils ont rappelé toutes les classes d'avant. Ça n'a pas été si compliqué que ça, sauf que le train n'arrivait pas jusque dans le Chablais à cette époque-là. Donc, ils allaient prendre le train à Genève pour aller à l'endroit qu'on leur avait indiqué. Donc, il fallait déjà aller à pied à Genève pour prendre son train, ce qui était déjà pas mal. Les Suisses étaient neutres jusqu'à ce que les Allemands prennent un peu le dessus et que, voyant passer des soldats français à Genève, ils n'étaient plus tellement les bienvenus, donc ça s'est tendu un petit peu du côté de Genève. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis à la guerre de 1870 et les plus grands font 1m77. Donc on a gagné 3 cm par rapport à la campagne napoléonienne, mais on voit bien que, voilà, là vous avez des prisonniers de guerre, il y en a qui fait 1m63, l'autre 1m60, et l'autre 1m59. Donc ils sont pas bien grands. Donc on arrive gentiment au début du XXe siècle. Et là, vous avez un fait quand même qui est très important, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Alors, ce qui change d'un coup, tac, ça c'est la cure, donc c'était le bâtiment qui était juste là, qui est ici, qui était juste à côté de nous, en fait, ici, qui est remplacé par le presbytère. Donc ça, c'est un bâtiment qui a été détruit vers 63, 64. Il y en a qui disaient que c'était une époque où tout ce qui était vieux, il fallait y enlever, quoi. On préférait avoir des tables en formica. Donc, il aurait tenu encore une dizaine d'années, je pense qu'on aurait toujours ce bâtiment là. Mais malheureusement, il n'est pas passé. Ça a l'air d'être un gros bâtiment, un joli bâtiment. Et donc, la séparation de l'Église et de l'État, ça fait qu'elle rentre en vigueur en 1906 et la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Donc en clair, ça libère un budget de 40 millions de francs à l'État, puisqu'il n'y a plus besoin de payer les curés, les prêtres, etc. Mais par contre, ils sont obligés de faire un inventaire. Et à Bernex, ils disent, le presbytère, il revient à l'État. Et c'est là, justement, que la Société des biens de cure ressort les papiers de 1797 pour dire non, ça n'appartient pas à l'Église, vous n'avez pas le droit de le prendre et de le revendre, ou je ne sais pas faire quoi avec, ça nous appartient à nous. Donc il y a un bras de fer entre la société, ils vont même ils intentent une action judiciaire contre l'administration des domaines et de l'enregistrement, afin de prouver qu'ils en sont propriétaires. Eux, ils vont y arriver, hein, ils ont tous les papiers. Et en fait, ces problèmes de religion, il y en avait déjà quand même un peu avant, parce que à Bernex, on a une école privée aussi. Donc, c'était l'école des sœurs. Et l'école des sœurs, à l'origine, elle serait plutôt, pour ceux qui connaissent un peu, ce serait plutôt par ici, c'est-à-dire chez Mercier. Je ne sais pas si vous situez un peu en face de l'Ormeau, qui a fait la colonie du Mont-Baron après. Oui, je pense que vous voyez ce bâtiment. Donc, ce vieux bâtiment-là, il aurait été fait par un curé dans les années 1840, chose comme ça. Et les sœurs donnaient déjà des cours aux filles. Sauf que quand le curé est décédé en 1856, dans son testament, il a dit « Je lègue la maison pour les pauvres de Bernex ». Donc la mairie, quand il est mort, en fait, il y avait l'usufruit de sa servante de messe qui est restée jusqu'à 1871. La mairie, elle a dit « Ok », elle l'a acheté tout de suite. Boum. 4000 francs, elle ne l'a pas du tout légué aux pauvres, les autres se sont plaints, voilà. Il y a un inspecteur qui est venu pour voir comment étaient dispensés les cours, et puis quand il est rentré, en clair,
les filles faisaient le repassage du curé, quoi. Donc, il a dit, on va changer on va changer l'institutrice, puis on va en mettre une de laïque, quoi. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait une passation des clés dans la cour de l'école, parce qu'ils ont dit ça se passe toujours comme ça. Et quand ils ont passé les clés, en fait, les femmes ont piqué les clés et se sont installées dedans. Du coup, ils n'ont rien pu faire avec ça. Tous les chefs de famille sont venus pour dire si c'est pas les sœurs qui font l'école, on ne met plus nos filles à l'école, on les garde chez nous. Donc l'institutrice s'est retrouvée avec 0 élève. Il y a eu 6 démissions au conseil municipal. Et du coup, ils ont construit une nouvelle école pour l'école des sœurs. Ils ont gardé ce bâtiment pour faire la mairie, et qui a servi d'école aussi. Et donc l'école des sœurs a dû être construite à peu près à cette époque-là, vers 1880-82. Donc suite à cette histoire. Bernex est vraiment un village avec beaucoup de curés. Je crois que c'est à Vinziers où ils se plaignaient que l'église n'était pas pleine, mais à Bernex, c'est bon. Il y a des curés, beaucoup. Donc, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Mon truc. Si je descends là, tout ce que vous voyez là, ce sont des religieuses. Là, des institutrices religieuses, ça ce sont des religieux. Donc ça, c'est tous des curés qui sont originaires de Bernex. Voilà. Et là, vous avez des missionnaires. Donc, on a des missionnaires qui sont partis aux Seychelles. On a des missionnaires pères blancs en Afrique, chez Lolon. On en a un qui est parti au Brésil, de Bénin. On en a un qui est parti au Japon, chez les Dolons. Et Marcel m'avait dit que quand il était parti, il avait fait un sermon que toute l'Église avait pleuré. J'ai dit, il exagère un peu. Et j'ai retrouvé l'article de journal qui dit qu'il y avait eu un sermon très émouvant. Donc, il avait bien raison. Il y en a un de Creuse qui est parti en Papouasie. Il y en a qui sont en Inde. Il y en a 2 en Inde. Et il y en a un qui est au Tonkin aussi. Alors, celui qui est parti en Inde, faut que je vous lise ça parce que c'est vraiment, il est très comique, on peut dire. Voici la première lettre que j'écris depuis 10 ans. Je suis fort aise de vous l'adresser. Puisse-t-elle vous trouver bien, ainsi que tous les nôtres. Me pardonnerez-vous ma trop longue négligence à vous donner mes nouvelles. Vraiment, je ne sais comment il est advenu que, pensant à vous tous les jours et voulant vous écrire, j'ai différé jusqu'aujourd'hui. Je devrais écrire aussi à tous les vétérans que je connais de vieille date. Mais voyez-vous, lorsque je suis en route, pas de chaise, pas de table. Il faut pour le faire m'étendre à terre. Je n'ai jamais pu m'y habituer. Les lignes que je trace se changent en caractères du XVIe siècle qu'on a de la peine à déchiffrer, même avec des lunettes. Ici, du moins, à Nagpur, je me retrouve en pays d'Europe. On peut se procurer un siège, une table, ce qui me fournit l'occasion de reprendre ma correspondance. Je vais essayer de mettre un peu au courant de vous mettre un peu au courant de ma situation en Inde. Avant tout, je crois faire bien de vous décrire la part de l'héritage que le bon Dieu m'a donné à défricher. Ce champ est tout couvert de ronces et les épines du paganisme. Il comprend en grande partie ce que l'on appelle les provinces centrales. C'est aussi vaste que la moitié de la France, mais pas aussi peuplé. D'après le dernier recensement, il n'y a que 6 millions d'habitants. Et parmi eux, je n'ai guère que 300 chrétiens dispersés sur cette immense étendue. C'est là que je porte la balle depuis 12 ans. Voici mon humble personnel de missionnaire ambulant. Un orphelin de 10-11 ans, un troupeau de chèvres au nombre de 3, 2 coqs, un chien de garde, une petite charrette avec 2 bœufs pour la traîner. C'est ce qu'on appelle ici le train de la Provende. Le petit capitaine, l'orphelin ci-dessus, est mon grand homme d'affaires. Cet enfant de 10 ans me sert de cocher, de cuisinier, de valet de chambre et de sacristain. Je tiens beaucoup à mon chétif troupeau de chèvres. Nous avons à peu près toujours du lait. Quand l'une cesse d'en donner, l'autre commence. Le garçon bat la crème dans la bouteille, ce qui fournit le beurre nécessaire pour la cuisine. Il fait aussi de temps en temps des chevrotins, ce qui me procure le plaisir d'en offrir à nos pères de Nagpur. On les trouve presque aussi bons que ceux de la Simdosh. Les coqs me servent de réveil matin et de montre à répétition.
Quand je n'entends pas le premier coup de sifflet, je ne manque guère d'entendre le second. Ici, les autres mondes se dérangent vite. La mienne va toujours. Les bœufs sont 2 vieux serviteurs de 10 ans. Ils connaissent tous les zigzags de ma carte routière et surtout les relais. Quand reparaît le vieil arbre sous lequel je m'étais abrité l'année précédente, ils y vont tout droit pour prendre le picotin. La charrette est recouverte d'une double natte, l'une en rotin et l'autre en peau de chagrin, ce qui la met à l'abri du soleil et de la pluie. Elle est assez bien conditionnée. Il y a place pour tout. Place pour la boîte renfermant ce qui est nécessaire pour la Sainte Messe, place pour la batterie de cuisine, place pour les armes à feu, place pour la bibliothèque. Celle-ci n'est pas très volumineuse. Écriture simple, bréviaire, méditation de Saint Ignace et théologie de Guéry. Cela me rappelle le bagage du père Petit-Jean, allant en mission. Il n'emportait que le manuel du pénitent. Voilà mon palais ambulant. Il me sert en même temps de cabinet de travail, de salle à manger, de chambre à coucher. Il tient lieu aussi de chapelle privée. C'est sur cette charrette que j'offre le divin sacrifice. C'est à peu près comme à Bethléem. Les bœufs couchés d'un côté, les chefs de l'autre, le chien qui monte la garde, quelques hyènes circulant alentour, voilà toute l'assistance. De temps en temps, les jours de grande fête, les chacals viennent chanter la messe à leur façon. Quand je célèbre dans les forêts, les tigres viennent parfois faire chorus avec les chacals. Alors mon petit bonhomme, tout effrayé, serre la messe l'arme au bras. Il fait feu par intervalle, mais toujours de manière à ne pas faire mal aux tigres. Quand on les blesse, ils se rebiffent et vous viennent dessus. Je tiens plutôt à être en bon terme avec ces messieurs-là. Je leur ai payé il y a quelques années un bon déjeuner à la fourchette. Un bœuf y a suffi. Depuis, ils ne m'ont pas fait de mal. Quand j'en aperçois un, je décharge quelques coups de revolver et ils jugent à propos de s'éloigner. Nos marches journalières, alors attention, sont de 20 miles anglais, ça veut dire 32 km par jour. En comptant tous les zigzags de mon itinéraire, les tours et détours que je suis obligé de faire à la recherche des brebis perdues, je toise environ 4000 miles par année, 6436 km. Il me faut 9 mois de marche pour faire la visite de ma paroisse, m'arrêtant ça et là où se trouvent les familles chrétiennes. Je les prépare à la confession. Ce sont en général de récents convertis. Je les instruis comme je peux. Une année, je leur apprends le Notre Père, une autre le Je crois en Dieu. Quand ils sont un peu âgés, ils n'apprennent guère que le pater et la vie. Avant de les quitter, je leur indique le moyen de conserver la grâce et les moyens de la retrouver s'ils la perdent, c'est-à-dire la contrition parfaite et la confession à Dieu au défaut de l'autre. C'est la seule confession qui me soit possible à moi-même durant mes voyages et je la pratique 3 fois le jour. Mon règlement est le même en substance que celui de la feuillette. Le point que j'observe le mieux est le silence. Je ne parle guère que de 3 en 3 semaines, selon que je rencontre des chrétiens. Je viens de rentrer à Nagpur, qui est mon headquarter, quartier général, pendant la saison des pluies. Tous nos pères se portent assez bien. Je ne pensais pas m'arrêter ici. Je devais visiter avant les pluies les petites chrétientés de Badnour, de Chhindwara et de Seoni. Le diable, qui n'aime pas mes visites, est venu mettre les bâtons dans les roues. Le garçon et les bœufs se sont mis en grève. Ils ne veulent plus marcher. Je suis depuis 8 jours à la recherche d'un nouveau personnel et je n'ai encore rien trouvé. Personne ne tient à cette besogne, ni les gens, ni les bêtes. Ils trouvent que les coqs sonnent le réveil trop matin. Pour moi, je suis plus robuste que jamais. Pas un cheveu gris ni un mal de dents. Les gens me font encore bon service. Je puis parcourir mes 32 km à pied sans trop de fatigue. J'avais une gastrite contractée à larynge. Le soleil l'a tellement fait fondre qu'au bout de 3 mois, il n'en restait plus de traces. Ainsi, ne craignez pas de nous envoyer tout ce que vous avez d'estropié. Le soleil de l'Inde fait disparaître tous les maux. Agréez, mon révérend père, l'hommage respectueux de votre humble serviteur et fils en notre Seigneur, Joseph Butet, missionnaire ambulant. Voilà, donc il est plein d'humour, mais on voit quand même que la vie ne devait pas être si facile que ça. Donc il y a des missionnaires qui reviennent des fois, une fois dans leur vie à Mermex. Il y en a un aussi du côté de la famille du maréchal qui est en Inde, et je crois que là-bas il est vénéré pratiquement comme un saint. Ils ont gardé sa charrette, ils l'appelaient Jakir Baba. C'est un jacquier. Donc voilà. Après tout ça, la séparation de l'Église et tout ça, de nouveau une guerre, puisqu'il y a eu évidemment la guerre de 14-18. Alors, la guerre de 14-18, elle est sans commune mesure avec les guerres d'avant. Donc, pour rappel, à partir de 1913, le service militaire passe de 2 à 3 ans, l'âge d'incorporation de 21 à 20 ans. Donc, j'ai classé les poilus de 14-18. Alors,
c'est un peu abusif parce qu'un poilu, normalement, je crois que la définition, c'est quelqu'un qui a fait 3 mois de front, en fait. Donc là, je vous ai mis ceux qui étaient à l'arrière aussi. Donc, à Grange-Blanche, il y en a eu un qui est revenu. Chez les Rags, il y en a eu 10. Chez Masson, il y en a 21 et il y en a 4 qui sont morts pour la France. Sur les Crêts, le Vernet, il y en a 27 qui sont partis. 5 morts pour la France. À Langin, il y en a 22 qui sont partis, dont 6 morts pour la France. Au chef-lieu, il y en a 41 qui sont partis. Il y en a 11 qui sont pas revenus. Et j'ai différencié parce qu'il y a encore le Songeon, où il y en a 19 qui sont partis, rien que du Songeon, et il y en a 6 qui sont pas revenus. À Bénin, il y en a 36 qui sont partis et 7 qui sont pas revenus. À Creuse, il y en a 21 qui sont partis, il y en a 6 qui sont pas revenus. Chez Buteil, il y en a 6 qui sont partis, il y en a 4 qui sont pas revenus. Auvergne, 4 partis, 4 revenus. À Trossy, il y en a 76 qui sont partis et il y en a 14 qui sont pas revenus. Donc vous imaginez un peu la saignée, quoi. Charmel et Place les Chautais, 15 qui sont partis et il y en a 1 qui n'est pas revenu. Donc bilan, ça fait à peu près 300 personnes concernées qui sont parties échelonnées de Bernex. On avait des récits de gens qui se retournaient à la Croix du Cœur en disant « je crois que c'est la dernière fois qu'on voit Bernex ». Et effectivement. Et on a pas mal de gens qui sont nés dans les années 20 et qui se retrouvent avec les noms et les prénoms de leurs tontons qui sont décédés à la guerre. Voilà, mon grand-père s'appelle Félix, son oncle est décédé à la guerre. Le grand-père de ma femme s'appelle Jean, l'oncle de Jean est décédé à la guerre et s'appelait Jean. Donc on a pas mal de trucs comme ça. 64 morts pour la France. Sur le monument aux morts, ça doit être peut-être 58 ou 59, quelque chose comme ça, je ne sais plus de tête. Et sur le monument aux morts de Bernex, il y a l'instituteur, il y a un monsieur Coissard qui est marqué, qui était l'instituteur de Bernex. Et sur le bilan, on a 2 familles qui ont vu partir 6 fils à la guerre quand même. Une famille Chevalet, les Flandres de Langin, et une famille du Songeon qui s'appelait les Fleurs. C'est un joli surnom. Et seule une famille du hameau de Langin a perdu 3 enfants. Donc ça, c'est chez la mine, c'est-à-dire c'est le bâtiment en face des bâtiments du téléski, en face de chez Tante Marie à peu près. Donc les plus vieux mobilisés en 14, ils avaient 47 ans. Donc ils étaient nés en 1867. La dernière classe mobilisée est la classe 19. Ils sont 13 et ils sont tous revenus. Et les classes les plus touchées sont la classe 1, donc ceux nés en 1881, et la classe 15, ceux nés en 1895, qui comptent chacune 6 décès. Et sachant que 4 sur les 6 de la classe 15 sont décédés à 20 ans. Les derniers poilus décédés, en fait, que vous avez dû connaître, c'est le maréchal qui est décédé dans André Jacquier, qui est décédé en 86 de Trossy, et Félix Servoz, dit Féli Alani de Bénin, enfin de Langin, puisqu'il a fini sa vie à Langin, qui est décédé en 89. La classe la plus pénalisée a sans doute été la classe 11, donc ils ont été incorporés en 12 pour 2 ans de service militaire, donc vous calculez, vous faites 2 ans de service militaire, il y a la guerre qui éclate, et puis après, souvent, il y en a qui ont dû enchaîner avec 1 année d'occupation en Allemagne. Il y en a même qui sont nés en 1890, qui ont fait la campagne du Maroc de 10 à 13. Après, ils sont restés mobilisés, ils ont enchaîné avec la guerre, avec 1 année d'occupation. Donc ils ont fait 9 ans, et certains sans revenir à Bernex. Et je crois que si vous faisiez 10 ans de service, vous aviez droit à un emploi réservé, c'est-à-dire que vous pouviez faire douanier ou entrer dans la gendarmerie. Et si vous aviez fait 9 ans, vous n'aviez pas le droit. Et il y a des soldats aussi qui ont ramené le paludisme de l'armée d'Orient. Donc on en a 4-5 où c'est marqué dans leur fiche militaire crise de paludisme. Et les fiches militaires sont une véritable mine d'informations. Elles sont disponibles sur le site des archives départementales de la Haute-Savoie. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous quittez votre logement plus qu'1 mois ou 2, vous devez le dire à l'institution militaire
Parce que si la guerre est déclarée, on doit pouvoir vous envoyer une lettre pour vous dire maintenant, hop, il faut venir combattre. Donc c'est comme ça qu'on peut voir sur les fiches militaires que beaucoup de gens de Bernex sont allés travailler en Suisse, notamment chez des... on retrouve des noms de famille qui sont des surnoms de Bernex. Donc on retrouve des gens qui sont allés travailler dans une famille Panissot, et on a des Pingets qui sont surnommés Panissot. C'est sûrement des gens qui devaient dire tout le temps je vais chez Panissot, je vais chez Panissot, je vais chez Panissot. Et puis là, finalement, à force de dire ça, ils l'ont eu comme surnom. Voilà. Alors, du coup, après cet intermède de 14-18, en fait, la population à Bernex, en 1886, il y avait 1058 habitants à Bernex. Donc, quand vous voyez les photos que je vous ai montrées, on se demande un peu où ils tenaient. Et on s'aperçoit que les maisons étaient vraiment bourrées de gens. Certaines personnes disent que quand ils allaient dans la chambre, il y avait un lit qui se tirait au-dessous. Il y en a qui pouvaient dormir tête bêche. Voilà. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et à la suite de la guerre de 14-18, en 1921, on a 854 habitants. Et en 1968, on descend à 613 habitants. Donc, ça fait que quand vous avez 1058 habitants, ça doit monter presque à 1100, un petit peu juste avant, quelque chose comme ça, et que vous avez une société qui vit, pas en vase clos, mais presque, vous avez peu de noms de famille, forcément, vous avez beaucoup de surnoms. Donc, des Joseph Dutruel, à la même période, il peut y en avoir 5, des Joseph Biraud, 10, et puis des Joseph Payex, 15. Donc, c'est un peu comme dans le film Pierre, est-ce que Pierre est là? Pierre, ben là c'est pareil avec Joseph. Donc les surnoms, il y en a énormément à Bernex. Alors je les ai classés un petit peu. Alors vous avez des surnoms pour la couleur. Donc vous avez par exemple des gens, vous avez pas mal de blancs. Le blanc à Boca, le blanc à Mortain, le blanc à Tanti, le blanc ou Pierre, le blanc de Berlaras, la blonde. Ce surnom, le blanc, ça vient sûrement des gens qui étaient chauves. Parce que faut s'imaginer qu'ils avaient tout le temps le chapeau sur la tête et que quand ils l'enlevaient, voilà. Et il y en a un là à côté qu'ils appelaient Guingon, qui disait aux enfants, ceux qui sont nés dans les années 50, peut-être se rappellent, est-ce que tu veux voir le Mont Blanc? Donc il enlevait sa casquette et puis voilà. Donc vous avez le blond, que vous avez dû connaître quand même à Bénan. Vous avez citron. Peut-être que ça viendrait de leur teint de peau. Vous avez les rouges, c'est les trincas à Trossy, qui sont rouquins. Vous avez les gris, qui est une famille Bron du pied de Trossy aussi, sûrement à cause de la couleur des cheveux. Vous avez la rosta, qui veut dire la rousse. Vous avez le noir à Baudet, Michel au noir, donc c'était quelqu'un qui avait les cheveux tout noirs et qui était un peu basané. Vous avez le paille blanc aussi, qui était un trinquat de Trossy, ça veut dire le poil blanc. Vous avez le rouquin, c'était chez les Mutards en Haut-Creuse, un Pinget. Puis il y en a qui sont nommés le rosset, donc qui veut dire le rouquin. Vous avez aussi des surnoms par rapport aux particularités physiques. Donc vous avez le bossu, vous avez un des plus vieux surnoms de Bernex qui est encore connu aujourd'hui pour les arandelles de Charnay, c'est Brefy. Ça vient sûrement, vous savez, comme Pépin le Bref. C'est quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est bref. On retrouve déjà ce surnom en 1690, quelque chose comme ça. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a d'entre vous qui doivent le connaître. Vous avez le boiteux, vous avez calot. Des calots, ça viendrait... Anciennement, dans l'île des montagnes, on trouve la calota. Il paraît-il, parce qu'ils avaient une calotte au niveau de la chevelure. Mais dans cette famille aussi, on trouve beaucoup de Charles, et finalement, Charles, c'est aussi Carlo. Donc, voilà, voilà. Vous avez dos long, tout simplement parce qu'il était grand et qu'il avait le dos long. Vous avez Pousset, pour ceux qui se rappellent de Marc à Pousset, qui ont entendu ce surnom-là. Récemment, j'ai retrouvé dans la fiche militaire de son papa qu'il lui manquait une phalange au pouce gauche. Donc, d'où le surnom, Pousset. Vous avez Crosson, qui correspond sûrement à quelqu'un qui doit se tenir un petit peu comme un crochet, comme une crosse de vigne. Vous avez le gros, voilà. Vous avez le plat. Bon, voilà. Vous en avez qui s'appelle 1000 hommes. Alors, des fois, c'est écrit tout accroché, puis des fois, c'est écrit 1000, plus loin, hommes.
donc ça devait être des costauds, je pense. Vous avez Louget, c'est les yeux en patois, Louget, normalement. Et on retrouve sur certaines fiches militaires des gens qui ont les yeux roux, et notamment ceux qui sont surnommés comme ça. Donc c'est une couleur qui a disparu, on ne sait pas trop pourquoi, c'est des yeux marron très clairs qui sont un peu des yeux ronds. Voilà. On a le chauve qui veut dire le sourd, on a le courbe et on a aussi les barbes du côté de Bénin. Et puis on a des dérivés de prénoms. Donc ça, c'est vraiment aussi beaucoup de surnoms. Alors si vous vous appelez André, évidemment, vous pouvez vous appeler Dédé, Dandé, Dadé, bah ça c'est plus utilisé trop quand même. Et vous pouvez avoir Drillon ou Drisson. Ils prennent la fin du prénom, juste le Dré, et ils font encore quelque chose avec. Pour Antoine, vous avez Toine ou Toine, ou encore les Tonons. Pour Claude, vous avez les Glaudes, Iode, vous avez Dodon aussi, et Clinon. Pour les François, là, il y en a énormément, vous avez Français, Francillon, Françoton, Fouaison, Sancet, Say ou Saison, même carrément. Et vous avez aussi, comme dérivé, vous avez Tiantier, Tiantiori ou Tanti. Ça aussi, c'est des surnoms de François. Donc en fait, les Tiantiori sont des François, tout simplement. Pour Joseph, vous avez José, Joson, Lollet, Lolon. Donc les Lolons sont des Joseph. Et quand on regarde l'arbre généalogique des Lolons, il y a des Joseph, c'est vrai, à chaque génération. Vous avez aussi, comme surnom de Joseph, vous avez Diodier, Diodion ou Zizet. Pour Jean, vous avez Jeannot ou Dian. Pour Amédée, vous avez Mamie, Mamillon ou la Mamie, tout simplement. Pour Michel, vous avez Michi, comme Paul Amchi, pour ceux qui se rappellent. Ou Micale. La Micale, là, c'était la dame qui était juste à côté. Elle était veuve de Michel Biraud. Pour Théodule, vous avez Toudel. Pour Gabriel, vous avez Grabé. Pour Auguste, Guste. Pour Péronne, Péron. Les Guérins, ça a été Guérinet. Xavier, vous avez Yaye, Vavé, Raoué. Vous avez des prénoms comme ça. Véronique a donné les Nick. Ignace a donné Ignace. Séraphin, Caffin. Alexis, vous avez les Si ou les Sissons. Ambroise, vous pouvez avoir Braise. Nina, je ne suis pas sûr, mais peut-être ça viendrait de Noël. C'est le seul arbre généalogique où il y a ce prénom-là. Donc, c'est un surnom assez vieux. C'est des surnoms qu'on retrouve au début du XVIIIe siècle à peu près. 19e siècle, pardon. Cana, qui est le surnom des Bétans, ça vient d'Athanase. Tana, Cana. Et puis Mariette pour Marie. Puis dans les surnoms, vous avez aussi les métiers. Donc vous avez des gens qui sont les meuniers. Vous avez le maréchal et le général. C'est pas du tout militaire, donc c'est le maréchal Ferrand. Et général, ça viendrait il était entrepreneur général. C'est pas bon. Après, les surnoms ont toujours un côté moqueur, hein, vous savez. Donc peut-être que le général était aussi un peu commandant, puis le maréchal aussi. Vous avez le surnom Droguet. Donc ça, c'est l'ancien surnom de ma famille. Donc aujourd'hui, ici, on dit que vous êtes... c'est pas terrible, Droguet. Et en fait, les Dutruel sont propriétaires d'un foulon à la Mapsar de 1730. Et un foulon, c'est quelque chose pour le chanvre ou pour le lin, pour fabriquer du tissu. Parce qu'on retrouve dans les recensements de la population, encore jusqu'en 1886, pas mal de tisseuses, notamment au Songeon. Et pour faire ce tissu, les gens plantaient du chanvre. Et le tissu s'appelait du tissu Droguet. Vous savez, ce tissu un peu rêche, comme les jeans. Ça correspond donc au métier. Vous avez la guille, et ça c'était un sabotier. Donc c'est sûrement le bout de bois sur lequel il devait travailler, qui est devenu le guillon, Charlot Guillon. Vous avez des longs. Ça, c'est les scieurs de long, justement. Vous avez Poupon, du côté du Songeon, qui viendrait aussi, qui avait une arrière-grand-mère qui était sage-femme. Parce que, forcément, il y avait des sages-femmes un peu... il devait y avoir une dizaine de sages-femmes. Donc, les gens accouchaient à la maison jusqu'en 1935, date à laquelle, à peu près, il y a eu la maternité de Vinziers. Mais avant cette période-là, il y a une dame, la plus âgée de Bernex que je connais aujourd'hui, elle est née en 1924.
Donc il y a une centenaire quand même, qui est originaire de Bernex, qui fait partie de la famille Caïn. Et elle disait que quand sa maman avait accouché des derniers, elle avait été missionnée par sa maman pour aller chercher la sage-femme. Et elle avait dû aller au pied de Trossy, puis à l'envers, pour aller chercher la sage-femme. Mais elle s'attendait à ce que la sage-femme apporte le bébé. En fait, elle ne comprenait pas pourquoi il fallait aller chercher cette dame là-bas. C'était sûrement parce qu'elle avait le bébé et puis qu'il fallait chercher le bébé. Voilà, c'est rigolo. Vous avez le tacon aussi, qui est en fait quelqu'un qui fabrique des... c'est un kurdi du côté de l'Angers. C'est quelqu'un qui fabrique des sabots. Vous avez comme autre surnom tisserand, secrétaire, trésorier, je vous ai dit. Vous avez le rentier aussi. Et rentier, ça viendrait, ce serait un surnom de la guerre de 1870. Parce qu'en fait, sur un bulletin, on retrouve qu'il est pensionné de l'État parce qu'il a perdu pour une blessure équivalente à la perte d'un membre. Donc évidemment, rentier est un beau métier. Mais voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier. Mais ça viendrait de la guerre de 1870. Vous avez le greffi, qui veut dire le greffier. Vous avez les cantonniers, vous avez le clouti, qui était celui qui fabriquait les clous. Coconnier, est-ce que vous avez une idée? Pour ceux qui travaillent en Suisse, du côté du Valais, est-ce que vous savez comment ils appellent les œufs? Non, les cocons, vous n'avez jamais entendu. Donc souvent, les coquetiers ou les gens qui ramassaient les œufs pour aller les vendre au marché, il y a un surnom comme ça, le coconnier. Vous avez le garde, vous avez le gindre aussi, ça c'est quelqu'un qui s'occupe de pétrir la pâte pour le pain, parce qu'il y avait aussi quand même des fours à droite à gauche. Vous avez le tanneur et vous avez aussi le chauffeur, qui fait partie donc chez les Racles, Jojo chauffeur, je pense que vous avez une idée de qui c'est, qui s'appelait donc Georges Peyex. Son grand-père était chauffeur à la CGN, mais pas chauffeur comme on pourrait dire, c'est pas lui le capitaine du bateau, les chauffeurs c'était ceux qui apportaient le charbon. Donc un métier pénible. À chaque arrêt, je pense qu'il y avait pas mal de manutention, et pendant que le bateau marchait, il y avait pas mal de manutention aussi. Il y a des surnoms par rapport aux animaux. On a des surnoms comme le mojon, le renard. On a le racle, parce que d'ailleurs, chez les racles, anciennement, on trouve l'uxilier, qui n'a rien à voir, qui serait le nom de la forêt au-dessus. Mais le racle, apparemment, c'est un martinet. Donc, est-ce que chez les racles, ça veut dire chez les martinets? Je ne sais pas. Et on retrouve ce surnom pour une famille Arandel de Charmey, donc qui n'a rien à voir avec chez les racles, même si chez les racles anciennement il y avait des Arandel. Donc est-ce qu'il y a un lien? Aucune idée. On trouve Croblet aussi, on trouve le coq. Donc les coqs, c'était la famille qui s'occupait du clocher. On retrouve la Vardaf, ça c'est l'écureuil. Ça c'est un monsieur qui est mort au bagne à Cayenne parce qu'il avait fait trop de bêtises. En fait, ils n'arrivaient pas à l'attraper, puis il allait de toit en toit. Donc, comme un écureuil. Ils l'ont surnommé la Vardaf. On a Baudet aussi. On a l'oiseau ou Liset. Ça viendrait peut-être parce que c'est des gens qui étaient très petits. Donc, on retrouve ces gens-là, ils font à peu près 1m50. On a aussi la tortue, qui était la femme des anciens de Tio, qui était un monsieur qui fauchait les bords des routes, et comme elle était toujours très en retard, il l'avait appelée la tortue. Et c'est un monsieur qui réparait apparemment les parapluies et la vaisselle ébréchée. Donc si chez vous, vous avez de la vieille vaisselle avec des agrafes dedans, eh ben c'est lui. Et sinon, vous avez des surnoms avec des titres, on va dire. Donc vous avez le roi, le marquis, le pape, la majesté, la baronne, il y en a qui sont appelés le maire, le capitaine, le caporal. Donc le roi ou le ré en patois, peut-être que ça viendrait du fait de celui qui a eu la meilleure part de l'héritage. Alors dans une même famille Beauchaton, on a le roi et la majesté. Je sais pas, ils sont tous dans le même quartier, ils sont voisins avec le pape et le marquis au-dessus. Donc il devait y avoir un quartier très important à Trossy à cette époque. Et vous avez des surnoms qui sont en fait des autres noms de famille. Donc pour ceux qui ont connu, Régis à Caïn est un Jacquier. C'est pas un Caïn. Sa grand-mère était une Caïn et elle avait sûrement beaucoup de caractère, et c'est elle qui a donné le surnom de leur famille. André à Duprot était un Servos. Donc il est venu, ses grands-parents étaient des Duprot, il est venu habiter chez les Duprot. Donc on retrouve ça pour les surnoms, c'est-à-dire que souvent le surnom
des fois, ne part pas forcément avec les gens. Par exemple, à Creuse, les Payex sont surnommés Cicrolais. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il n'y a que des filles, et il y a un mariage Jacquier. Et du coup, ce Jacquier, qui lui était surnommé Paco, va être surnommé Cicrolet. Et les Cicrolais, finalement, ils vont se marier avec un birot, des femmes birot qui arrivent de Bénan. Et les Cicrolais vont être surnommés les Jots Blancs. Voilà, donc ça se mélange dans tous les sens. Et chez Cicrolais, c'est vraiment la maison des Payex de cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus des Payex, mais on retrouve un peu ce fait-là que le surnom est attaché à la maison. Vous avez des surnoms qui sont des expressions. Alors, vous avez Chapeau à Trossy, donc il disait tout le temps ah bah chapeau, voilà, donc il a été surnommé comme ça. Vous avez chez Loulou, qui est la maison quand on sort de l'église, qui est droit en face. Paraît-il qu'en patois, loup, ça veut dire le, donc c'est comme si quelqu'un vous parlait et puis disait tout le temps l'autre là-bas ou je sais pas quoi, donc en patois loup, et puis ils vont surnommer Loulou. Voilà, c'était pas difficile. Bonblu, c'est un juron, en fait, ça veut dire un nom de Dieu en clair. Il y en a un qui surnommait Cocotte, qui s'appelle Fred Dumoulin, parce qu'il disait tout le temps salut ma cocotte. Vous aviez au Verne, vous aviez Cola des Vernes. Quand il était petit, il ne savait pas dire chocolat, donc il disait cola, et puis ça lui est resté. Ça n'a rien à voir avec le Coca-Cola. Il y en a un qu'ils ont surnommé Tout le long du bois, parce que quand il était fatigué, il n'arrêtait pas de chanter cette chanson que je ne peux pas vous chanter, mais il devait dire tout le temps Tout le long du bois. Donc ça, c'est un surnom assez beau. Après, je ne sais pas si François Blanc est d'accord avec moi. Là viendrait aussi qu'il disait souvent oh là là. C'est ce que Germain m'avait dit. Vous avez des surnoms de célébrités aussi. Vous avez Churchill à Creuse, parce qu'il ressemblait beaucoup. Vous aviez Carpentier à Trossy, donc c'était le papa de Germain, à une soirée au pied de Trossy, je crois. La soirée avait mal tourné, il y en a qui avaient voulu se battre, et en fait, le papa de Germain les a corrigés. Et à cette époque-là, donc, il y avait un boxeur qui était champion du monde qui s'appelait Carpentier. Donc quand les douaniers sont arrivés pour mettre un peu d'ordre, c'était déjà tout fait. Donc ils m'ont dit t'es fort comme Carpentier, et puis ça lui est resté. Et puis vous avez aussi du côté de l'Anvers un qui est surnommé Coutet. Donc Coutet, c'était Coutet champion, c'était le skieur, parce qu'il skiait très bien. Donc voilà, on a 3 petites célébrités. Vous avez aussi des noms, des gens qui ont des surnoms de leurs employeurs. Donc je vous disais Panisso, parce qu'ils allaient sûrement travailler ensuite chez Panisso. Et Paco à Creuse. Le Paco, évidemment, c'est la gadoue aussi, mais c'est pas que ça. Le Paco, ils allaient travailler chez un notaire qui s'appelait Monsieur Paco. Donc à force de dire on va chez Mons Paco, ben voilà, vous étiez surnommés comme ça. Alors est-ce que les Bocard, parce qu'on retrouve Bocard et Mutard, c'est aussi la même chose? Je ne sais pas. Puis après, on a des noms de lieux aussi, évidemment, celui de Verlepont, celui des places, voilà. Les surnoms sont surtout, par exemple, chez les Caïens, il n'y a pas de surnom, parce qu'il n'y a pas assez de Caïens. Chez les Boisseaux, il n'y a pas de surnom, parce qu'il n'y a pas assez de Boisseaux. En fait, les surnoms des Boisseaux, on va trouver Boisseau de l'Anvers, Boisseau des places, et c'est tout. On va trouver que ça. Chez les Caïens, pas de surnom. Chez les Payex, évidemment, beaucoup de surnoms, etc., etc. Voilà, donc, ça, c'est pour la parenthèse des surnoms. À l'époque, donc, il y a eu un grand changement à Bernex au niveau des années... à la fin des années 20. En fait, à la base, les gens mettaient leurs vaches l'été à la montagne, l'hiver ils le gardaient, et donc ils faisaient leur fromage eux-mêmes. Et après, il y a eu l'idée de faire une fruitière à Bernex, donc vers 1928. Donc, je vais vous montrer la fruitière de Bernex. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà. C'est pas celle-là du tout, je me suis trompé. Elle est là
la fruitière de Vernix. Voilà, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus que le bâtiment là. Celui-là, c'est un parking, la porcherie, il n'y a plus rien du tout. Déjà en 68, là, on voit qu'il tombe déjà en ruine. Donc, en fait, avant cette période-là, il y avait des fruitières de hameaux. Donc, vous aviez une fruitière à Bénan, en dessous de Bénan, aujourd'hui qui doit être une maison d'habitation. Vous aviez la fruitière de Creuse, qui est ici, qui est aussi une maison d'habitation. Vous aviez la fruitière de Trossy, qui était située juste derrière la chapelle, qui a été démontée, donc il n'existe plus du tout. Vous aviez une fruitière pour Charmel, et ça, c'est à confirmer, qui serait à peu près à cet endroit-là. Vous aviez la fruitière des Vernes, qui est un tout petit bâtiment là qu'on voit à peu près ici, là, qui a été démoli aussi justement pour laisser passer la route. Et puis la fruitière, une fruitière au chef-lieu. Donc là, vous pouvez voir un jour de foire, là, qui est ce bâtiment-là, qui est le bâtiment à côté de l'office du tourisme. Voilà, qui est ce bâtiment-là, qui a été repris par le maire de la ville d'Avray dans les années 50, qui a fait notamment la colonie des Clarines, l'actuelle école de Vernix. Et les gens ont décidé, il y avait une fruitière aussi pour les hameaux de chez Masson et tout ça, elle était située sur Saint-Paul, du coup elle était au Faverges. Ils allaient au Faverges. Donc chaque hameau doit embaucher un fruitier qu'il faut rémunérer et nourrir. De plus, on doit fournir le bois pour le chaudron, et pour ceux qui le désirent, vendre ses fromages avant de se faire un peu d'argent. Donc ça, c'est pour les mois où les vaches ne sont pas en haut, en montagne. Donc en mutualisant tous les hameaux, on peut embaucher un seul fruitier à qui l'on vendait directement le lait, libre à lui d'en faire ce qu'il veut, fromage vert, et surtout de s'occuper de la vente de ses produits. Il est donc décidé de créer une société coopérative agricole avec un conseil d'administration et des actions au prix unitaire de 400 francs. Mais pour embaucher un fruitier à l'année, il faut une quantité de lait suffisante tout au long de l'année. Or, l'été, les vaches sont en montagne. Alors, il est décidé de descendre tout le lait des alpages, sauf celui des non-actionnaires, à moins qu'ils ne le désirent. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça a pu créer dans la commune. Ça veut dire, si vous avez participé à la construction de la fruitière, eh ben, vous pourrez descendre votre lait, on fera de l'argent avec. Sinon, votre lait, il reste en haut et il sera fabriqué en haut, vous débrouillerez avec vos fromages. Donc il y a eu une pétition, il y a un Dupro de Bénan qui n'était pas du tout d'accord, et il va obtenir gain de cause. Donc finalement, il y a un seul groupe d'alpages qui va être utilisé, d'où il faudra descendre le lait chaque jour pendant 4 mois pour la fruitière. Donc sur la race, qui est située juste au-dessus de Creuse, pour les mois de juin et septembre, et les Lanches, donc situées sous la pointe de Boré pour les mois de juillet et août. Donc vous imaginez que descendre le lait 2 fois par jour depuis sur la race jusqu'à la fruitière, c'est déjà pénible. Mais alors s'il fallait monter 2 fois par jour, ou je sais pas, je pense qu'ils prenaient les 2 traites d'un coup, sous Boré, ça fait beaucoup. Donc là vous avez un exemple de gens qui sont avec la luge et qui arrivent au chalet des Lanches. Vous avez mon grand-père, vous avez Régis Acaïen et vous avez Marcel de la colonie de la Bonneau. Donc ils vont construire cette fruitière, là on la voit derrière ces gens, là, on voit la fruitière qui est en construction, là on voit la porcherie qui est en construction, et donc ils vont embaucher des fruitiers. Alors on retrouve des noms à consonance suisse-allemande. Alors ce qui était dit, c'était que les Suisses détournaient tout le lait pour faire du chocolat, du coup il n'y avait plus de boulot. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être vrai. Oui, c'est vrai, c'est ce qui se disait. Et donc, pour aller plus loin, il y en a d'autres qui disaient bah, si ça se trouve, les meilleurs sont restés en Suisse, on a eu que les moins bons. C'est pas sympa quand même. Donc, au recensement de 31, le fruitier, il s'appelle Alexandre Neuhaus. Donc, vous voyez, voilà, la photo du fruitier. Après, on a un Arandel de Trossy. Puis après, on a M. Van Reyck. Et
il y en a qui l'ont connu, il avait une 2 chevaux spécialement aménagée car il était très costaud, il faisait à peu près 1m60 pour 130 kg. Et après, il y a les Pitac qui sont allés, et après, on a eu Joseph Kurdi, qui était de Bernex, qui a été fruitier à Laringe, et après, qui a fini sa carrière à Tholon, et qui était originaire du Songeon. Alors, j'avais eu sa fille au téléphone, qui est du côté d'Aix-les-Bains, et elle m'avait raconté que la fruitière de Bernex avait un ascenseur pour descendre des fromages à la cave. Et un jour, le câble s'est cassé. Donc Joseph Kurdi, qui attendait en bas, s'est retrouvé avec le bras ensanglanté et plein de rouille. Donc sa fille, Marie-Louise, a eu très peur en voyant son père blessé de la sorte, et encore plus lorsqu'il s'est aspergé de gnôle pour le désinfecter. Donc après, Neuhaus va revenir encore. Après, vous avez un Albert Schroeter, qui est venu avec ses 7 ou 8 enfants, donc ils étaient logés. Et ce monsieur-là, donc, à chaque début de saison, il y avait des négociations âpres pour savoir à quel prix il allait acheter le lait. Donc ce monsieur-là est parti de Bernex pour un désaccord d'un demi-centime par litre de lait. J'avais eu son fils aussi au téléphone, et ils l'ont rappelé pour qu'il revienne, parce que finalement ils étaient d'accord, mais en fait il est parti quand même, il est parti dans le Doubs après. Après on retrouve un Dérizou, après un Guillaume Etienne, puis après en fait il y a de moins en moins de lait, et puis la fruitière gentiment va s'éteindre, et puis ils vont transporter le lait du côté ils vont amener le lait du côté de, je ne dis pas de bêtises, du côté de Saint-Paul je crois. Et ils vont faire des câbles. Donc il va y avoir 2 câbles pour descendre le lait depuis les hameaux qui sont un peu loin. Donc au début des années 30, ou dans les années 30, donc là vous avez la fruitière, il y a un câble qui va relier Bénan à la fruitière. Je ne sais pas si vous voyez ce bâtiment, la fruitière, elle est située à peu près en face de la boulangerie, un peu plus haut quand vous filez sur Troussy. Et donc ce câble-là, il va être fait par Félix Servos, qui était le spécialiste des câbles, puisqu'il a fait aussi les premiers téléskis après. Donc il tombait jamais en panne, c'est juste le frein qui faisait quelquefois défaut, et les boys qui arrivent à vive allure à l'intérieur. Donc il fallait prendre un bout de bâton pour forcer sur le câble pour pas que les boys s'éclatent dans la fruitière, parce que ça arrivait directement au premier étage. Et puis après, ils ont fait un deuxième câble pour relier Creuse. Donc il a été construit au début des années 50, sous la présidence de Xavier Allolon, qui était président de la fruitière à cette époque-là. Et contrairement au câble de Bénan, il n'entre pas directement dans la fruitière. Il y a un petit bâtiment qui est construit à l'arrière de la fruitière, et il est relié à un autre bâtiment à Creuse, qui est lui-même relié par un autre câble à l'alpage de Sour-la-Rasse. Donc, en 67, on descend encore 320 litres de lait par jour depuis l'alpage de Sour-la-Rasse, ce qui est encore pas mal. Et c'était vraiment une grosse installation. Il y a 2-3 photos du câble. Vous allez ça, c'est le circuit du câble qui démarre de là, qui fait un gros zigzag au-dessus du hameau de chez Butet et qui arrive. Vous voyez cette installation. Donc ça ne peut pas rigoler. Là, vous avez Creuse derrière. Et vous aviez donc, voilà pourquoi ça devait souvent tomber en panne. Et donc il y en a qui en profitaient pour prendre le câble pour monter à Creuse. Donc vous imaginez le nombre de blagues qui ont été faites, comme quoi le câble était en panne, et puis qu'ils ont fait exprès de laisser quelqu'un dedans pendant 1 heure de temps, pour qu'il crie, pour que voilà. Et les mauvaises langues disent qu'à partir du moment où le câble a été fait, les gens de Creuse ont arrêté de donner leur lait. Ils ont élevé les veaux sous la vache, comme ça le lait ne partait plus. Donc c'est un câble, c'était vraiment une grosse installation qui n'a pas fait long feu. Donc voilà, ça c'était l'évolution entre 2 guerres de Bernex au niveau de l'agriculture, on peut dire. Donc mon site, moi, il s'arrête en 1936, le dernier recensement de la population, c'est 1936. Alors, la guerre de 39-45, je n'ai pas du tout traité. La seule chose que j'ai fait, c'est que pour la guerre, il y a juste l'hôtel du Midi, où il y a des photos. Donc c'est un hôtel qui a été incendié par les Allemands, l'hôtel du Midi.
Donc là, vous avez la photo de l'hôtel incendié. L'hôtel incendié, là, qui a été incendié le 20 mai 1944. Alors, juste un point d'histoire, c'est que à la base, c'était l'hôtel Tissot. Et en fait, c'était un instituteur, ce monsieur. Donc, il arrivait dans une commune où il y avait quand même beaucoup de curés. Et donc, il a eu la bonne idée de se moquer de toutes ces processions et tout ça. Et il a même fabriqué, paraît-il, un hôtel avec des pieds de cochon pour se moquer des curés et des processions. Et le curé était bien en colère et il lui a lancé un sort, en fait, on est un peu au Moyen-Âge. Il lui a dit, ton hôtel, il sera rentable qu'à partir du moment où il aura brûlé 3 fois. Alors, l'hôtel a brûlé 3 fois, apparemment. Parce que, il y a une photo, donc l'hôtel du Midi, c'est des Tissot. Là, on le voit, il n'a pas de toit. Donc, un hôtel sans toit, je veux bien qu'il refasse le toit et tout, mais bon, il a dû y avoir un problème. Il a brûlé à la guerre, et il a brûlé en 75 aussi, cet hôtel. Donc, c'est quand même assez classe, hein, quand vous regardez. Ça, c'est la photo, c'est pris en 1928, des clients qui sont devant l'hôtel du Midi. Et après, voilà l'hôtel qui a été incendié. Et c'est bien marqué sur les cartes postales. Le père fusillé, le foyer incendié, les Boches ont passé par là le 20 mai 1944. Et après, c'est devenu la colonie des Allobroges. Donc, tout ça pour vous dire que une fois que la guerre va être passée, du coup, ça va être le début des colonies de vacances et puis du tourisme un peu plus de masse, on va dire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à Bernex, il y a quand même eu pas mal de colonies. Donc, je ne sais pas de tête combien vous pouvez en citer, mais... Donc, à Grange-Blanche, déjà, il y a eu 2 colonies. La Société nationale de construction aéronautique du Nord. Donc, je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est ça, là, la maison qui est au carrefour de Grange-Blanche. Voilà, avec les grandes tentes derrière. C'est une maison qui a été faite par un butet, parce que de toute façon, toutes les maisons de Grange-Blanche ont été faites par des butets. Dans les années 20, et il était chauffeur de car, et donc il y a son hangar là devant, qui n'existe plus aujourd'hui, et ça a été un café. Grange-Blanche, qui avait un bon emplacement puisqu'il était au bord de la route. Et donc, au niveau des colonies, on a été pas mal. Plus haut, vous avez la ville de Senlis et Chantilly, donc, qui est transformée aujourd'hui en appartement. Et ça correspondrait à la Grange-Blanche de 1730. Et ces villes de Senlis et Chantilly venaient chacune un mois. Donc, ils se croisaient un week-end, et pour le week-end où ils se croisaient, ils amenaient de la paille et ils dormaient dans le foin pour un week-end. Après, juste ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un truc assez... Je suis tombé dessus par hasard une fois. Je ne vais pas vous le faire regarder, mais je vais vous le dire. Il y a eu un film de fait sur Grange-Blanche en 1952. Donc, les jeunes qui sont venus à la colonie à cette époque ont fait un film. Je vais vous montrer à peu près quand ils arrivent. Voilà, vous avez le panneau Grange-Blanche. Donc, il y a un film de 30 minutes à peu près sur leur. On voit même la scierie, la Grange-Blanche qui a été détruite. Les cartes du chapelet de Champange. Et vous voyez un peu tout leur séjour à la colonie. Donc voilà, là on est sur le plat de Grange-Blanche en fait, avec les tentes qu'on voit derrière. Et ils vont même aller faire la dandoche. Donc on voit des images de refuge, on les voit monter à la dandoche. Vous pouvez regarder ça, c'est un film qui dure à peu près. Voilà, là vous voyez Haute-Ugine en dessous du chalet d'Oche. C'est un film qui dure 30 minutes. Qui est très sympa, ils se sont donné du mal, je pense que c'était un peu leur projet de colonie de vacances. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. Quelque chose de...
C'est sur le site des archives de la Marne ou chose comme ça. À Langin, vous avez la colonie des Clarines, donc qui est l'école aujourd'hui, où il y avait les téléskis qui partaient de là. Là, le coin de l'école, il est ici. Voilà, l'école des Clarines, qui était la colonie de la ville d'Avray. Au chef-lieu, vous avez le Mont-Baron, qu'on a vu là tout à l'heure, colonie du Mont-Baron, qui a été faite par la famille Mercier. Vous aviez la Bonneau, qui est devenue chez Antoine, qui a été faite par la famille Jacquier. Vous avez du coup l'hôtel du Midi, qui était la colonie de Villerue, en Meurthe-et-Moselle. À Bénan, vous aviez l'Union maritime, il faudrait que j'y arrive, l'Union normande des centres maritimes de tourisme. En fait, toutes ces colonies, elles ont été possibles à cause du déclin de la population, en fait. Comme il y avait 1100 habitants à peu près à Bernex au début du siècle et qu'on se retrouve en 1968 avec 600 habitants, forcément, il y a pas mal de maisons qui sont abandonnées. Donc, les colonies, ce ne sont pas des bâtiments qui ont été construits en plus, à part celui de la ville d'Avray, c'est vrai, mais ce sont souvent des maisons qui sont retapées et réutilisées, quoi. À Trossy, vous avez 3 colonies. Déjà, vous avez le home d'enfants au pied de Trossy, la Mowgli, qui était, c'est M. François Bissot qui s'en occupait, et avant, ça s'appelait les Heures Claires. Ça, c'est un peu moins connu. Vous aviez la colonie de l'Ourson, évidemment, qui est à Trossy aussi, là, qui est derrière la chapelle de Trossy, on peut dire. La colonie du Refuge, plus haut, qui existe toujours. Et puis tout au sommet, vous aviez, et vous avez encore aujourd'hui, la colonie des Chautais, qui est toujours en colonie, et vous avez la colonie La Barnolande, juste devant, qui est en appartement aujourd'hui. Donc ça a été aussi un grand tournant pour le tourisme à Bernex. Et puis une dernière chose aussi, après la deuxième guerre, c'est le ski. Donc les premiers téléskis du côté de l'Anvers, du côté de l'Angin, avec Félix Servoz qui a fait les téléskis, et puis il y a Casa aussi qui s'est mêlé à tout ça. Donc là, vous les avez tous les deux sur la photo. Donc ça, c'est le Chousse. Là, vous avez Casa, et puis là, vous avez Félix Servoz. Puis là, vous avez une dame qui se tient la tête parce qu'elle a dû se rincer un coup de ski. Vu la taille des skis, ça montre quelque chose. Donc voilà, à l'envers, le Chousse, les téléskis. Vous payez votre montée, vous ne payez pas un forfait, vous payez au nombre de montées avec Marcel Servoz. Et puis, on voit que les téléskis, c'est un poteau en béton et puis des roues un peu, on dirait où on enroule les tuyaux d'arrosage. Mais ça marchait et ça ne tombait pas en panne. Et puis, il y a un monsieur qui est venu un peu après, qui s'appelle Monsieur Gourdon. Et ce Monsieur Gourdon, quand il est venu en 68, il arrivait de Paris où c'était... lui, il a dit, moi j'ai vécu la guerre à Paris, en 68, je pense que c'était pire. Il est arrivé à Bernex, et il s'est dit, mais en fait, il faut que je vienne habiter ici, parce que c'est trop bien, quoi. Ils sont trop tranquilles. Et donc, Monsieur Gourdon, il a racheté une vieille ferme en face de chez Tante Marie, à peu près en dessous. Et il va ouvrir un magasin qui s'appelle les Loisirs Bernolan. Donc, il est assez précurseur, puisqu'il va faire les premiers tennis. Il y a des tennis à l'envers. Je ne sais pas si quand vous vous promenez au bord de la Drance, vous les voyez. C'est lui qui les a fait. Il va faire aussi des balades en poney. C'est lui qui va faire les premières balades en poney, apparemment. Et il va construire et exploiter 3 téléskis. Donc, un en face de cette maison, à l'envers, qui ouvre pour Noël 68. Donc, avant lui, il n'y avait que la famille Servoz qui faisait les téléskis.
Et une année ou deux plus tard, après avoir ouvert, suite à une nuit où il avait bien neigé, les enfants des colonies commencent à faire la queue, le téléski est mis en route et c'est alors que le câble se rompt et tombe par terre sans faire de blessés. Le technicien de l'entreprise Pomagalski qui était à Bernex vient immédiatement et constate que le câble qui était neuf a été scié. Ce téléski sera dédoublé en 70 par un téléski diesel, moteur Bernard plus bruyant et qui fonctionnera moins souvent. Alors je peux vous dire, quand il nous a raconté ça, il a dit, dans la seconde, il y a Marcel Servos qui est venu pour lui dire, c'est pas moi. Parce que c'est quand même un peu, voilà, tu te dis, à mon avis, je vais être, t'as le téléski d'à côté, et je vais être accusé, quoi. Donc ils n'ont jamais su qui c'était. Et il nous a dit, heureusement, j'avais dit à celui qui s'occupait du téléski de toujours faire tourner le téléski 1 ou 2 tours avant que les premiers clients viennent. Sinon, faire tomber le câble du téléski sur les enfants, ça n'aurait pas été terrible. Il a un téléski aux nouvelles, donc entre la grotte du Maupas et Malpasset, sur le versant Becquerel, qui ouvre en 69. C'est le plus long de la commune, il fait 450 mètres. Et il y en a un sous la grotte du Maupas qui ouvre vers 70-71 pour les colonies des Chautais. Alors, il nous disait que quand il y avait beaucoup de monde, parce qu'il faut penser qu'au Chautais, on peut mettre à peu près 150 enfants, et qu'à la Barnolande, on peut en mettre autant. Donc, quand vous êtes dans le champ au-dessus de la Fétuaire, que vous montez après Richard, qu'est-ce que je dis, au-dessus de la Chevrette, et que vous montez après Richard, vous avez la petite grotte et vous avez un grand champ là à gauche, le téléski était là. C'était apparemment là où il y avait on était sûr d'avoir de la neige. Mais si vous avez 300 enfants qui font du ski là, ils disaient le problème c'est que quand ils arrivaient au sommet du téléski, ils faisaient la queue. Donc on se battait avec eux pour qu'ils fassent la queue à plat et pas dans la montée. Voilà, donc les clients sont surtout des colonies qu'il démarchent dès l'été. Donc son premier client, lui, ça va être Mowgli. Donc c'est à lui d'aller chercher ses clients, les colonies, pour leur dire, bon, bah voilà, moi j'ai un téléski, il faut venir avec vos gamins des colonies, je vous fais tel prix, tel truc, voilà. Ils se débrouillaient comme ça. Premier damage des pistes est effectué par les enfants qui remontent la pente en escalier. Puis après un essai de motoneige peu concluant qui s'arrêtait à mi-pente, car il n'avait pas assez de puissance, c'est l'achat d'une dameuse au jet au téléski de la Turche. Donc François Bernex, dit Fanfouet à Félie, la transporte jusqu'à la Beune. Monsieur Gourdon l'emmènera à l'envers par la route. Il n'y avait pas de temps de circulation que maintenant. Donc il est venu avec sa dameuse depuis la Beune en été par la route. Donc par la suite, les téléskis seront loués puis vendu à la commune, et enfin démonté. Et en fait, le magasin de M. Gourdon a été liquidé en 1981, et il nous a dit quand même, il y avait quand même 1350 paires de skis. Voilà, donc il avait un joli magasin. Voilà, je crois que pour moi, ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai encore plein de trucs à vous dire, mais je suis sûr que... Une autre fois. Voilà, une autre fois, c'est ça exactement. On a déjà fait pas mal de trucs. J'avais encore des gens qui étaient... j'ai encore des gens du chef-lieu qui avaient à voir avec la Tour d'Argent à Paris ou l'hôtel Georges V. Il y a encore des gens un peu plus célèbres du côté du Valais. Il y a encore d'autres choses. Mais ça, ce sera sur le site internet. Donc je regarderai pour que le lien du site internet soit sur le site de la mairie ou des choses comme ça. Vous pourrez aller vous promener. Je pense que vous allez perdre du temps. Voilà. Merci à tous. Bravo. Je pense qu'on ne regrette pas d'être venu. Alexandre a tenu 2 heures quand même. Et il n'avait même pas fini l'histoire de Bernex. Mais je pense que continuer des recherches, et peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, tu auras de quoi encore tenir bien une soirée. Sur les montagnes, il y aura plein de choses à dire encore. Oui. D'ailleurs, je fais un peu de publicité parce qu'il y a un fascicule qui va sortir pour la foire sur les montagnes. Oui. Avec les souvenirs de René, qui est petit-fils du trésorier. Voilà, donc à la foire, allez le voir, allez discuter avec lui. Alors c'est pour dimanche. Oui. Merci, à quoi dire de plus. On a fait ça le compte ce soir, c'est pas étonnant. Hein. Tout Bernex est là, on en est très contents. C'était pour vous, et on en a bien profité aussi. J'aime bien l'histoire aussi, j'ai quelques
Notre histoire, mais ce sera pour une autre fois. Juste celle-là, parce que la vie était rude, il ne faut pas croire, il ne faut pas idéaliser le passé. C'est une erreur. Aujourd'hui, la vie est plus douce. Quoi qu'on dise, on est soigné et autres. Une anecdote d'une dame de Champagne, une matrone, qui faisait office de sage-femme. Et en patois, on dit mère sage, une marfa. Et elle dormait toujours la fenêtre ouverte. Je ne sais pas si elle avait eu des enfants ou pas. Et on venait la chercher, et on savait qu'il fallait appeler sous la fenêtre. Et elle répondait depuis son lit. Je ne vous le dis pas en patois, vous ne comprendrez pas. C'est pour une femme ou pour une chèvre? Ne dites pas ça aujourd'hui à une jeune maman, hein, vous avez un procès. Hein. Alors si c'était pour une dame, elle se dépêchait, c'était pour une chèvre, elle attendait un peu. Non mais véridique, hein, c'était des gens qui l'ont connu, et des gens de Champagne qui m'ont raconté ça. C'est éloquent, hein. Ne prenez pas de gants, c'est le cas de le dire. Voilà, il n'y en a peut-être pas pour tous, mais le bar est un peu petit, mais une boisson pour se rafraîchir, c'est fait gracieusement par Mémoire et Patrimoine. Merci Alexandre. Encore un applaudissement. Le site internet, il est fini, oui. Hein? Alexandre, je me débloque 7 minutes. Ton site c'est bernex.ht à 74.